Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui intitulé « Comment préparer la transition du cadre de MNV au cadre de transparence renforcée, le CTR ». Il s'agit du deuxième et dernier webinaire de ce cours en ligne en direct sur les forêts et la transparence au titre du cadre de Paris. Eh bien, je vous félicite d'être arrivé jusqu'ici, de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Je suis ravie de vous voir à nouveau aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui se sont présentés et nous ont salués dans le chat. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler des principales questions liées à la transition du cadre de mesures, de reporting et de vérification au cadre de transparence renforcée. Ensuite, nous parlerons du rôle joué par les dispositions juridiques et institutionnelles pour la mise en place de systèmes nationaux de suivi des forêts solides et durables. Et ensuite, nous pourrons également entendre parler des expériences, des enseignements tirés par plusieurs pays qui se sont engagés dans ces nouveaux processus et exigences établis au titre de l'accord de Paris. Quelques mots sur le webinaire d'aujourd'hui qui se tiendra en anglais avec traduction ou interprétation simultanée en espagnol et en français. Vous pouvez choisir le canal qui vous intéresse en cliquant sur le globe en bas de votre écran. Vous pouvez voir donc ce petit globe comme un globe terrestre et vous pouvez choisir la langue qui vous intéresse. Aujourd'hui, nous allons entendre deux présentations et ensuite, il y aura une discussion entre des experts pendant 25 minutes avec des experts qui viendront d'Italie, du Libéria et du Mexique. Et ensuite, il y aura une session de questions-réponses d'une quinzaine de minutes. Et c'est là que l'on veut vous entendre. Au total, le webinaire durera 1h30. Sachez que vos micros sont désactivés pour éviter tout problème audio, nous attendons beaucoup de participants. On est déjà au moins 150 participants. Nous souhaitons vraiment interagir avec vous. Nous voulons vous entendre, nous voulons voir écrire dans le chat et poser des questions dans l'encadré questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions aux experts dont vous avez entendu, dont on vous a parlé du travail lors des derniers cours. Saisissez cette occasion pour poser vos questions dans la boîte questions-réponses. Lorsque vous écouterez les présentations d'aujourd'hui, vous pouvez poser des questions également aux autres intervenants. Et si quelqu'un a posé une question qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le petit pouce pour l'indiquer. Aujourd'hui, mes collègues, Alexandra et Anatolie, vont m'aider à sélectionner les questions les plus pertinentes qui seront posées à nos intervenants. Et pour que cela soit plus simple pour nous, pour donner des réponses aux questions qui seront posées, c'est de vraiment inscrire vos questions dans la boîte de questions-réponses et d'utiliser le chat seulement pour des observations d'ordre général ou alors si vous avez un problème technique ou pour vous présenter, comme vous le faites déjà. Et ce qui nous aiderait également, c'est d'indiquer à qui vous posez cette question avant de la poser. Donc, si cette question est posée pour un intervenant, un présentateur en particulier. Ce webinaire est enregistré et nous vous transmettrons l'enregistrement ensuite. Vous m'avez peut-être déjà rencontré virtuellement lors d'un autre cours. Je suis Emily Donegan, je travaille avec l'équipe du suivi national des forêts et je vais animer le webinaire aujourd'hui. Donc, je me suis présentée, c'est pourquoi je vous demandais à vous également de vous présenter dans la chat. Sans plus attendre, j'aimerais donner la parole à notre première intervenante, Dirk Nemitz, qui est à la tête de l'unité de coordination du cadre de transparence renforcée de la division de la transparence de l'UNFCCC. Elle a de longues expériences de l'élaboration de rapports, de l'examen, l'analyse des données liées au climat au niveau sous-national, national et international. Et Dirk va maintenant faire sa présentation. Merci, Émilie. Je vais afficher ma présentation. Merci beaucoup de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui.
Et je suis ravie de prendre la parole devant un tel groupe avec un si grand nombre de participants. Je vais vous parler de la transition, du suivi, rapport, vérification au cadre de transparence renforcé en expliquant les modalités, les procédures, les directives, directrices pour le secteur des forêts. Le passage vers le cadre de transparence renforcé. Je parlerai de l'importance de la transparence, de l'évolution du MRV à l'ETF, des différents jalons dans le temps, de la flexibilité, des nouveaux éléments dans le cadre de transparence renforcé, le CTR et également les dispositions institutionnelles qui permettent à toutes les parties de participer à ce cadre de transparence renforcé. Pour ce qui est de la transparence elle-même, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que l'on fait tout cela? Cela demande beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de participants, de nombreux experts dans les pays doivent rassembler toutes les données, préparer des rapports, et ensuite des experts qui viennent examiner ces données. Alors, d'un côté, il y a certaines choses qui se font au niveau national. Il faut qu'il y ait une acceptation sur le plan politique, de la planification également stratégique. On doit savoir ce que l'on doit, ce que l'on peut, ce que l'on mesure déjà. Et on doit également améliorer l'accès à l'appui, prévoir un renforcement des capacités pour ceux qui doivent élaborer les rapports et puis renforcer la sensibilisation au sein des populations, parce que vous devez vraiment savoir ce qui se passe à l'intérieur du pays. À l'échelle internationale, ce qui est très important également lorsque vous prenez des mesures, c'est que vous pouviez renforcer la confiance entre les pays, que vous puissiez montrer que ces obligations internationales sont respectées. Vous devez pouvoir montrer comment vos ambitions sont renforcées, comment cela peut alimenter également des politiques plus efficaces dans les différents pays. Et ça permet également d'établir des priorités dans l'appui apporté. Donc, il y a de nombreux bénéfices à la transparence dont on ne pense peut-être pas immédiatement. Quelle est la base pour l'accord de Paris? Il s'agit d'un traité international, un accord international sur comment faire face au changement climatique. Il y a différentes étapes qui ont été approuvées par les différentes parties. Tout d'abord, première étape, communiquer des contributions déterminées au niveau national. Donc, chaque pays dit, voilà, sur la base de mon histoire, de mes caractéristiques, je peux atteindre une certaine réduction des émissions en un certain temps. Ça, c'est au pays de décider et de le communiquer à l'UNFCCC. Et ensuite, sur cette base, tous les 2 ans, il y a un rapport de transparence biennale pour vérifier comment l'objectif a été fixé, est-ce que le pays est en bonne voie pour réaliser et atteindre cet objectif. Et ensuite, il y a un examen par une équipe d'experts internationale, coordonnée par le secrétariat de l'UNFCCC, mais qui est réalisé par des experts d'autres pays. Donc, c'est un examen par les pairs. Et tout cela sert d'intrant pour l'inventaire au niveau mondial, qui va réintégrer ensuite le processus relatif au changement climatique pour pouvoir discuter de ce que l'on doit atteindre comme objectif pour maintenir l'augmentation des températures à un certain niveau. Et ensuite, on retourne à la première étape, puisque les résultats devraient aider les pays à ajuster leurs contributions déterminées au niveau national. Tout cela peut sembler assez compliqué, mais en fait, tout cela repose sur des arrangements déjà existants. Il y a de nombreuses dispositions ou arrangements qui existaient dans le cadre de la Convention, qui sont remplacés. Il y a de nouveaux inventaires, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre qui existaient déjà, en fait, et qui continuent à être transmis par les pays. Pour les pays qui participent à RED+, et ce qui est important également pour ce webinaire, c'est que ces pays continueront à avoir une évaluation de leur niveau de référence également, distincte, et ils présenteront les résultats de RED+, pas dans un rapport séparé, mais dans le rapport sur la transparence.
Et puisque vous pouvez voir également ici sur ce graphique, c'est qu'il y a les rapports qui sont présentés sur le BUR et le BR également. En fait, on a le même nom pour les pays développés et les pays en développement. Il y a des examens d'experts en cours et ça pourrait être le même processus pour tous les pays auparavant. Il y avait des examens différents, des analyses différentes avec des mandats un peu différents pour les pays développés et les pays en développement. Pour ce qui est des jalons maintenant, l'obligation est de commencer en 2024. Alors, c'est pas très loin, hein, parce qu'il faut mettre en place pas mal de choses avant ça, y compris la collecte de données dans les pays. Et là, vous pouvez voir une illustration de comment se passent les choses. Vous pouvez voir tout en bas les communications nationales, les inventaires qui vont se poursuivre pour les pays développés et les pays en développement. Ensuite, il y a les rapports officiels, annuels, biannuels, qui vont s'arrêter à différentes étapes en 2024, 2026 et qui seront remplacés par les BTR. Les BTR vont commencer donc à être établis en 2024. Donc là, on a une version simplifiée. Et nous pensons qu'il pourrait y avoir des pays, qu'on a pu le voir parmi les pays par rapport à la ratification, qui pourraient transmettre leur BTR plus tôt, ou selon la capacité des pays, il est possible également que certains pays ne seront pas en mesure de transmettre leur premier rapport à la date prévue, convenue. En fait, il y a une flexibilité, une composante de flexibilité, l'idée étant de continuer à améliorer les choses au fil du temps. Donc, on a reconnu également lors des négociations que les pays avaient des points de départ très différents. Beaucoup de parties qui sont des pays développés, qui sont déjà dans le protocole de Kyoto, par exemple, ont déjà acquis beaucoup d'expérience sur le plan institutionnel et sur l'élaboration de rapports. Mais dans les pays en développement, cette expérience est beaucoup moins présente. Et c'est pourquoi il y a vraiment différents niveau pour les différents pays. Certains ont déjà fait des rapports biannuels depuis 8 ans, mais ce n'est pas le cas pour d'autres. L'article 13.2 prévoit de la flexibilité pour les pays en développement qui en ont besoin au vu de leur capacité. Donc, ce sont les parties elles-mêmes qui doivent indiquer quand elles ont besoin d'un appui à cause d'un problème de capacité. Et cette flexibilité est disponible et cela ne sera pas examiné. C'est vraiment les pays qui doivent décider. Le point important ici, c'est qu'il y a une progression sur le temps. Si la flexibilité n'est pas utilisée au départ, on ne doit pas avoir recours à cette flexibilité plus tard, par la suite, puisque les capacités à présenter des rapports vont ne faire que se développer. Donc, il ne peut pas y avoir de retour en arrière, disons. Et au bout du compte, à un certain stade, eh bien, les pays appliqueront tous les mêmes standards. Ils suivent déjà les mêmes directives, mais avec des points de départ différents, des niveaux différents au départ. Et au fil du temps, tous les pays auront un système similaire de rapports et de soumission de rapports. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est souvent la question qu'on nous pose également. Alors, encore une fois, cela dépend des pays et de là où ils en sont en ce moment. Pour de nombreux pays en développement, la fréquence de présentation de rapports, d'élaboration de rapports est nouvelle, puisque maintenant, ils devront les présenter tous les 2 ans. Il y a également des dispositions institutionnelles différentes pour l'élaboration de rapports. Pour les inventaires sur les gaz à effet de serre, on doit utiliser certaines directives spécifiques. Sur quel gaz on doit faire des rapports. Il y a également les dernières données disponibles et puis également les séries temporelles, des directives également sur l'utilisation de projections. Ce qui est nouveau pour tous les pays, c'est que l'on suit les progrès réalisés en ce qui concerne les contributions déterminées au niveau national qui n'existaient pas auparavant. Donc, ceux qui ont certaines cibles déterminées dans les NDC, eh bien, ils pourront suivre ces cibles, voir s'ils sont prêts ou pas de ces cibles dans les rapports également du cadre de transparence renforcée.
Et les pays devront être très clairs, transparents sur la façon dont ils enregistrent les progrès réalisés. Il y a également des rapports sur le financement, le transfert de technologies, le développement, le renforcement des capacités nécessaires et reçues par les pays en développement. On a pu voir par le passé qu'il y a plusieurs facteurs déterminant la réussite des pays. Tout d'abord, communiquer les bénéfices obtenus par la collecte d'informations. Dans les pays, tout le monde doit comprendre pourquoi ces données sont utiles, comment elles peuvent être utilisées, quelles sont leurs valeurs ajoutées, même au-delà du changement climatique. Alors, ça peut être utilisé pour la biodiversité, les forêts, la planification de l'utilisation des terres, mais utile également dans le secteur du transport ou de l'énergie. Ces données doivent venir alimenter énormément de politiques qui doivent être développées par les pays, pas seulement pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris d'ailleurs. Établissement d'un système de gestion des gaz à effet de serre avec une documentation des différentes étapes, ça c'est quelque chose de très utile. Mise en place de dispositions juridiques officielles qui permettent aux institutions de fonctionner. Cela demande une coordination entre les principaux ministères, puisque ça, finalement, ça couvre l'ensemble de l'économie, ça ne concerne pas que le ministère des Forêts ou de l'Énergie ou un ministère de façon isolée. Non, tous les ministères doivent travailler ensemble pour pouvoir obtenir ces données et faire rapport sur ces données de façon régulière. Et bien sûr, il faut faire travailler beaucoup plus d'experts nationaux dans la production et la gestion des données. Là, le renforcement des capacités est important. On a besoin des universités, des instituts de recherche et de différents instituts gouvernementaux dans le pays qui doivent participer et renforcer leurs capacités. Alors, en considérant le sujet de notre cours, j'ai pensé qu'il était intéressant de voir aussi où nous en sommes avec les ETF et où nous en sommes surtout pour les forêts. L'article 5 donc, de l'accord de Paris. Et donc, nous avons l'article 5.1 A, donc où il y a référence aux forêts au niveau mondial, donc comment atténuer les changements climatiques, en faisant référence à l'article 4.1D de la Convention. Donc les forêts sont mentionnées de manière spécifique à l'article 5 de l'accord de Paris. Ensuite, on fait référence également au concept qui découle du cadre de Varsovie sur RED+. C'est très important pour les parties et c'est très important pas seulement pour les changements climatiques, mais pour d'autres aspects, mécanismes d'adaptation et pour que nos forêts restent intactes le plus possible. Quelles sont les implications? Je pense que ça envoie des signaux politiques très forts sur l'importance des écosystèmes, parce que sans ces références, ça serait très difficile de garder la température en dessous de 1, avec une réduction de 1,5 degré. Et en même temps, ça rassure les parties et les autres parties prenantes sur donc la mise en œuvre des approches d'atténuation des changements climatiques existants dans la sylviculture, et RED+ est encouragé de cette manière. Et de cette manière, on renforce les implications donc opérationnelles qui sont limitées dans les activités en cours. Ensuite, il y a l'article 4.1 qui donc vise à atteindre un équilibre, surtout pour ce qui est des gaz à émissions de serre, émissions de gaz à effet de serre, donc pour reconnaître le travail donc des parties venant des pays en voie de développement. Il y a beaucoup de travail qui a été fait ces dernières années. Il peut y avoir d'autres technologies aussi d'élimination des gaz à effet de serre et pour éliminer donc le CO2 de l'atmosphère. Et donc pour donc capturer aussi d'autres éléments du système afin d'améliorer les écosystèmes au niveau du sol également. Donc, nous devons faire un effort pour pouvoir atteindre cet équilibre. Il y a également une réglementation sur les NDC
Et donc, il y a certains aspects relatifs aux forêts qui sont inclus. Il est important de faciliter la clarté, la compréhension de ces dispositions. Donc, il faut qu'il y ait transparence et clarté pour mieux comprendre comment s'occuper des émissions, mieux gérer donc les terres et suivre une approche pour mieux prendre en considération les émissions, les techniques d'élimination, donc des produits venant des forêts, des produits en bois. Donc, il faut prendre en considération les circonstances spécifiques locales de chaque pays. Donc, il est important d'avoir un bon système de mesuration de tous ces effets. Mais ce qui est important aussi, c'est la manière de communiquer ces données et quelles approches on suit. Donc, ensuite, nous avons bien évidemment le cadre de Varsovie pour RED+. Cela continue, donc pour l'évaluation au niveau technique des émissions dans les forêts, les différents niveaux. Il est important également de reporter et d'indiquer les stratégies nationales, les plans d'action avec de bonnes informations qui soient claires. Et donc, il est important que ce système de reporting contribue à la transparence. Il y a également certaines décisions qui sont adoptées, surtout dans le CP 21, où les parties reconnaissent l'importance des ressources financières qui doivent être adéquates et prévisibles. Il inclut donc les paiements. Il y a référence à RED+, tel qu'il apparaît dans les textes. Et il faut avoir des données venant de toutes les parties et communiquer tant par le secteur public que privé, par des sources bilatérales ou multilatérales, telles que le Fonds aussi vert pour le climat. Donc, il est important d'avoir ce cadre pour aborder le problème de la déforestation et tout ce qui en découle. Ensuite, nous considérons l'importance aussi des accords au niveau institutionnel. Le reporting à ce niveau-là est un élément clé des ETF. Il faut que le système soit solide, durable et nous permette donc de satisfaire les critères de l'accord de Paris et d'avoir un bon impact pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique avec des objectifs au niveau national. Donc, il faut voir comment sont créées les données, ce que nous voulons en faire de ces données. Ensuite, il y a les systèmes MRV qui sont en train d'évoluer et les parties se trouvent à des points de départ différents. Donc, il y a des niveaux de complexité qui sont différents également. Et dans certains pays, il est beaucoup plus facile de mesurer et reporter par rapport à d'autres secteurs. Probablement, cela est vrai dans tous les pays. Enfin, l'idée générale de ces accords institutionnels, c'est qu'ils devraient donc être établis pays par pays et bien évidemment, ils peuvent être complétés par l'expérience d'autres pays. Donc, il est intéressant d'avoir des conversations avec les autres pays. On pourrait prévoir des formations pour voir comment améliorer son propre pays. Et bien évidemment, il est important de bien se préparer pour l'avenir et cela commence aujourd'hui. Ensuite, nous avons donc le groupe d'experts CGE où vous pouvez trouver donc d'autres informations sur le site internet. Il y a d'autres ressources et donc en visant le code QR, vous pouvez trouver toutes les informations qui vous intéressent assez facilement. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir besoin davantage d'experts en analyse technique. Donc, si vous souhaitez devenir expert en analyse, voilà, il faut apprendre à bien connaître son propre système national. Je n'ai pas le temps maintenant de rentrer dans les détails, mais donc vous allez avoir ensuite tous les critères. Et j'en arrive à la fin de ma présentation. Je voudrais résumer quelques messages. Donc, le CETR est vraiment la base de l'accord de Paris.
parce que sinon nous n'avons pas les informations nécessaires pour faire un bilan et comprendre si nous sommes sur la bonne piste ou pas. Ensuite, les forêts jouent un rôle fondamental dans tous les aspects de l'accord, hein, donc l'adaptation et l'atténuation. Il est important d'avoir des accords institutionnels qui soient solides. On en a besoin. Il inclut le SNSF. Donc, c'est fondamental pour atteindre les objectifs nationaux qui sont multiples. Et donc, dans chaque pays, il peut y avoir des formations pour contribuer donc à l'ETF et renforcer les compétences dans votre pays. Voilà quel est les messages, quels sont les messages principaux que je voulais vous transmettre. Et bien évidemment, je suis à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup. Merci, Dirk. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur l'importance d'agir aujourd'hui. Dès aujourd'hui, j'ai eu déjà dans le passé certaines discussions avec les participants sur le sujet. Votre présentation a été très intéressante et je pense donc que vous avez bien souligné le rôle de la transparence et aussi la différence entre le système actuel MRV et le nouveau système CTR, le cadre de transparence renforcé. Donc, très bien, il va y avoir des questions sûrement, mais avant, j'aimerais donc, il devrait y avoir les questions. Il y a un petit sondage maintenant et vous voyez les questions. La première question est donc, les exigences de déclaration CTR sont suffisamment connues dans votre pays? Oui, non ou je ne sais pas. Donc, est-ce qu'on connaît assez bien les critères de CTR? Ils sont assez connus? Je pense que nous avons quelques petits problèmes au niveau de ce sondage. Les participants, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre au sondage? Oui, il y a des réponses dans le chat. Certains écrivent qu'ils ont pu voter. Oui, non, je ne sais pas, donc ça devrait marcher. Maintenant, je vous laisse encore quelques secondes pour que tout le monde puisse répondre et nous allons voir ensemble quels sont les résultats. Oui, il va y avoir encore 3 questions après celle-ci. Nous pouvons donc terminer l'examen de cette première question et passer à la deuxième. Les résultats, vous devriez les voir à l'écran. Donc, la plupart, 53% des personnes qui ont répondu ont dit que d'après eux, il n'y a pas, on ne connaît pas assez bien les nouveaux critères du CTR. Alors que, bon, il y avait quand même un pourcentage important de personnes qui ne le savaient pas. Alors, deuxième question. La deuxième question est, est-ce que les rapports sur le changement climatique sont transparents et fiables dans votre pays, avec tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant? Est-ce qu'à votre avis, les rapports sur le changement climatique sont transparents et fiables? Les réponses peuvent être oui, non, je ne sais pas. Alors, vous avez 1 minute pour répondre à cette deuxième question. Donc, est-ce que les rapports sur le changement climatique sont transparents et fiables dans votre pays?
Eh bien, vous avez eu peut-être assez de temps, donc on va voir les résultats pour cette question. Alors, c'était une question qui demandait si les rapports sur le changement climatique sont assez transparents et fiables. Je dirais que plus ou moins la moitié pense oui, l'autre moitié non. Donc, c'est plus ou moins moitié-moitié. Et puis, 15% de personnes auraient pu dire je ne sais pas. Donc, il y a encore du travail à faire, je dirais, sur la base de ces deux premières questions. Maintenant, nous passons à la troisième question qui est la suivante. Vous allez la voir à l'écran dans une seconde. Est-ce qu'on peut voir à l'écran la troisième question? Je ne la vois pas à l'écran. Oui, je ne vois pas la question, malheureusement. Et les participants disent la même chose, donc il faut mettre la question à l'écran. Alors, on peut passer à la quatrième question si la troisième ne marche pas. Et sinon, tant pis. On va arrêter ce sondage. Bon, eh bien, je pense qu'on ne pourra pas voir à l'écran ces deux dernières questions. Toutefois, ces deux premières questions sont quand même très intéressantes. Elles nous indiquent clairement que nous avons encore un peu de temps avant 2024. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour être bien prêt pour ce nouveau cadre de transparence renforcée. Donc, merci pour ces réponses à ces deux premières questions. C'était très intéressant. Et maintenant, nous allons entendre Francesca Felicani Robles, qui travaille à la FAO et qui est spécialisée dans les questions de sylviculture et de forêt, des questions juridiques pour le suivi durable des forêts dans les pays REDD+. Bien, vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Merci beaucoup. Alors, merci Émilie tout d'abord pour cette présentation. Donc, je suis très heureuse de pouvoir prendre la parole aujourd'hui pour vous décrire certains éléments d'une publication qui s'intitule Institutionnalisation des données sur les forêts, comment établir des cadres juridiques pour le suivi durable des forêts dans les pays REDD+. Mais avant de passer au contenu, j'aimerais vous rappeler que ce document, en réalité, est le résultat d'un long processus qui a commencé déjà en 2016 lorsque donc surtout l'Amérique latine à l'époque, mais aussi d'autres pays forestiers nous ont demandé une assistance juridique pour renforcer donc leurs compétences dans le pays et pour avoir davantage de données aussi sur la sylviculture afin d'avoir plus de clarté sur le rôle et les responsabilités des organismes qui font partie du système de suivi. Donc, on a considéré que cela faisait partie de la solution. Donc, dans ce document, vous avez des éléments sur l'expérience de chaque pays et nos réflexions. Donc, aujourd'hui, nous allons examiner 4 points principaux. Mais tout d'abord, j'aimerais insister sur le fait qu'il y a 3 versions disponibles dans différentes langues maintenant et grâce donc à la coopération avec les bureaux de sylviculture, vous avez aussi les versions espagnoles et françaises et pas seulement anglaises. Alors, voyons certains aspects de la question. Tout d'abord, nous allons essayer de mieux comprendre pourquoi sont nécessaires des arrangements juridiques et institutionnels
institutionnelle, tout d'abord. Ensuite, nous allons voir quelles sont les étapes à suivre, quelles ont déjà été adoptées ou adoptées pour adopter un instrument juridique du SNCF, SF. Et après, nous allons voir quels sont ces instruments pour réglementer le SNSF. Donc, on va voir aussi quelles sont les histoires de réussite et de succès. Et on va procéder à une étude de cas. Alors, ce document fournit la base pour mieux comprendre donc pourquoi il est nécessaire d'institutionnaliser ces systèmes, surtout du point de vue juridique, et l'importance donc de ces dispositions juridiques. Donc, on retrouve tout cela dans les lignes directrices qui ont été adoptées en 2017. Et donc, ces lignes directrices soulignent pourquoi il est important d'institutionnaliser ce système. Ça veut dire qu'il est officiellement, fermement et en permanence intégré dans l'administration forestière d'un pays. Il faut que ce soit vraiment intégré dans le système national. Et il faut s'occuper aussi de la collecte et de l'analyse des données forestières. Donc, il est important que le système national soit institutionnalisé et ainsi la prise de conscience de chaque pays va augmenter. De cette manière, on pourra mieux utiliser et accéder à ces données sur les forêts. Il faut que les mandats soient clairs et il faut donc garantir la bonne durabilité du système national et donc, il faut aussi impliquer la participation donc de tous ceux qui doivent prendre des décisions, les décideurs. Et il faut avoir toutes les informations pour pouvoir accéder à toutes les ressources RED+. Donc, ce système national de suivi doit être considéré comme la responsabilité des gouvernements. Donc, il y a véritablement propriété et responsabilité. Donc, il faut ensuite bien collecter les données, analyser le système. Il doit être tout le temps disponible dans le temps et il faut garantir aussi qu'il y ait une expertise au niveau national. C'est une condition préalable qui est nécessaire pour améliorer les compétences. Et comme a dit Monsieur Dirk, il faut garantir une bonne coordination entre les différentes institutions. Donc, cependant, l'accès à ces données sur les forêts présente beaucoup de difficultés, et nécessite aussi des mandats au niveau juridique. Ça, ce sont les difficultés principales, donc liées au problème de l'accessibilité. Donc, il peut y avoir des solutions immédiates. Cependant, on considère qu'elles ne sont pas durables sur le long terme. Face à ces défis, nous considérons que l'adoption de dispositions juridiques peuvent représenter une partie de la solution pour garantir, comme nous l'avons dit, une appropriation au niveau national, un appui financier et l'interopérabilité entre ce système et d'autres. Ici, je voulais vous décrire rapidement les différentes étapes qui ont été suivies pour mettre en place un instrument juridique en lien avec le système national de suivi des forêts. Donc, une approche par étape que vous pouvez voir ici, qui est utilisée par les divisions des forêts dans des gouvernements pour élaborer des législations. Alors, généralement, on commence par une analyse des lacunes juridiques en mettant l'accent spécifiquement sur les aspects de suivi des forêts au niveau national. Ensuite, il doit y avoir des réunions pertinentes
avec les parties prenantes, en faisant participer ces différentes parties prenantes pour élaborer une série de recommandations qui seront évaluées par le gouvernement. Cette série de recommandations pourra montrer quelles sont les faiblesses et les principales contraintes rencontrées qui existent sur le plan du cadre juridique. Et ça permettra certainement d'élaborer un instrument pertinent. On considère que faire participer des experts juridiques depuis les toutes premières phases de l'établissement d'un système national de suivi des forêts peut permettre d'améliorer les choses. Ça permet également d'identifier des solutions juridiques appropriées qui doivent vraiment correspondre et être adaptées à chaque pays. Dans le document, vous trouverez également une checklist qui a été élaborée pour aider les pays à identifier quels sont les principaux éléments les plus pertinents qui devraient se retrouver dans un instrument juridique. Donc, cette checklist peut faciliter l'évaluation, l'inclusion dans le système. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de mener des consultations. Comme nous le savons, il y a différents types d'instruments qui peuvent être adoptés pour réglementer ces aspects de suivi des forêts, de système national de suivi des forêts. Chaque pays, bien sûr, a sa propre structure juridique, alors c'est difficile de promouvoir une réforme juridique s'il n'y a pas de volonté politique. Pour ce qui est des instruments eux-mêmes, on peut envisager d'ajouter un paragraphe dans la loi sur les forêts. Donc là, ce serait l'amendement d'une loi nationale. Et bien sûr, c'est quelque chose qui doit être adopté par l'organe législatif, Parlement, Congrès, etc. Le pays peut également envisager d'adopter une législation secondaire par le biais d'un décret, d'une résolution, d'une réglementation, etc. Et dans ce cas, le processus, généralement, peut être un peu plus rapide. On peut également envisager d'établir des accords entre les parties contractantes pour réglementer certains aspects, avec des contrats, des accords entre donc les différentes parties intéressées. Ici, vous pouvez voir certaines des cas d'études, des réussites en fait qui sont présentées dans le document lui-même. On a la Colombie, le Honduras, l'Équateur, avec vraiment une description détaillée de ce qui s'est passé dans ces différents pays. Bien sûr, on a également fourni tout cela aux pays pour inclure également des systèmes de suivi des forêts communautaires en utilisant différentes plateformes, et ce sont des informations intéressantes pour les pays. Et il y a des études de cas qui viennent également d'Asie-Pacifique et d'Afrique, comme vous pouvez le voir ici, Sri Lanka, Ouganda, République démocratique du Congo. Voilà, Émilie, je vais en rester là, mais bien sûr, je suis à votre disposition si des questions me sont adressées. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Francesca. Merci d'avoir souligné le rôle important joué par les dispositions juridiques et institutionnelles pour la mise en place du cadre de transparence renforcé. Cela revenait sur ce qui a été dit par Dirk pour ce qui est de l'importance de ces arrangements. Je voulais rappeler aux participants qu'ils peuvent continuer à écrire leurs questions dans la boîte questions-réponses. C'est formidable. Donc, continuez, posez vos questions pour Francesca, pour Dirk ou pour les intervenants qui vont suivre. Alors, maintenant, nous allons passer à la discussion entre intervenants et nous allons entendre des experts du climat, des forêts, de l'Italie, du Libéria, du Mexique qui vont nous faire part de l'expérience sur les mesures qui ont été prises par leur pays pour améliorer les pratiques d'élaboration de rapports au fil du temps. Ces 3 pays sont partis à l'accord de Paris. Ils ont de l'expérience dans le cadre du MRV, donc ils vont partager avec nous. Et le Libéria, notamment, on participe également au programme RED+. Donc, on va voir quelle est l'expérience de ces 3 pays et voir comment tout cela peut contribuer au processus d'élaboration de rapports. Merci à ces 3 pays d'être présents aujourd'hui. Cette session va durer environ 25 minutes et à la fin, vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à écrire vos questions dans la boîte de questions-réponses.
Je commence par une question que je vais poser au Mexique. Nous avons avec nous aujourd'hui Armando Henares de la Rosa de Conefor du Mexique, Commission des forêts du Mexique. Armando, le Mexique dispose d'un système de suivi des forêts, système national de suivi des forêts très développé. Il a soumis son deuxième rapport de référence à REDD+, l'année dernière. Tout cela découle, toutes les références utilisées découlent du système national de suivi des forêts, qui est un moyen important d'accroître la transparence dans le secteur des forêts. La question que je voulais vous poser, c'est quel est le rôle des dispositions institutionnelles au Mexique pour ce qui est du suivi des forêts et de la transparence? Merci, Émilie. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'interviens depuis le Mexique, comme Émilie l'a dit. Armando Alanis, je travaille pour la Commission du Mexique et nous sommes chargés des rapports sur les secteurs forestiers, pas seulement les principaux éléments clés du secteur des forêts, mais également tout ce qui concerne les émissions et le secteur des forêts. Pour ce qui est des dispositions juridiques, c'est vrai que c'est un point très important dont on s'est occupé au Mexique. On a mis en place un cadre juridique solide qui sert de base pour les interactions avec les autres institutions, pour mettre en œuvre toutes les mesures concernant l'élaboration de rapports sur les émissions de gaz à effet de serre. Pour ce qui est du suivi des forêts, on a considéré qu'il était important de disposer d'un cadre juridique solide avec une loi générale sur les forêts qui jette les bases pour la mise en œuvre par la Commission des forêts des activités de suivi des forêts. Donc, il est vraiment très important pour nous d'avoir ce cadre juridique en place pour pouvoir interagir avec des autres institutions. Il y a d'autres lois qui sont très importantes dans ce domaine, qui sont importantes pour renforcer les arrangements interinstitutionnels. Par exemple, il y a la loi sur le changement climatique qui établit les relations entre les différentes institutions avec l'Institut national sur le changement climatique qui est chargé des rapports soumis à l'UNFCCC. Et donc, nous échangeons avec cette institution afin de transmettre des informations, notamment pour ce qui est des niveaux de référence pour les forêts, mais pour ce qui est de la soumission d'autres rapports, comme le rapport biennal mis à jour. Et à l'avenir, nous devrons transmettre tous les rapports sur les forêts en lien avec cette institution. Et puis, il y a une autre loi, qui est la loi nationale sur le système national d'information, qui a établi les bases de coordination avec d'autres agences qui font des rapports sur l'environnement, sur des ressources naturelles. Donc, encore une fois, nous avons mis en place un comité national qui se penche ou qui examine ses engagements, ses rapports sur différents aspects, et notamment en lien avec l'accord de Paris et les rapports à transmettre à l'UNFCCC. Donc, je dirais que les arrangements institutionnels sont vraiment essentiels pour renforcer la transparence et les activités d'élaboration et de soumission de rapports pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre au titre de l'accord de Paris. Et ça a été très important également pour renforcer la transparence dans le suivi des forêts dans le cas du Mexique. Merci. Merci beaucoup, Armando, de nous avoir illustré l'importance du cadre juridique. Je voulais maintenant poser une question à David Sa, qui travaille à l'autorité du Libéria pour le programme REDD+.
Entre 2018 et 2019, le Libéria a réalisé son premier inventaire national des forêts. C'est la première fois qu'on avait cette évaluation des ressources forestières dans le pays. Les inventaires des forêts sont essentiels pour la gestion durable des forêts. Donc, ma question est la suivante. Comment l'inventaire national des forêts va contribuer aux exigences de rapport de REDD+, et et également du cadre de transparence renforcée? C'est à vous, ça. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendrez assez bien. Moi, je suis sur le terrain. Ma connexion Internet n'est pas formidable. J'ai en tout cas allumé ma caméra pour qu'au moins vous puissiez me voir. Enfin, je vais plutôt éteindre la caméra pour que vous m'entendiez mieux. Donc, nous remercions la FAO qui nous a aidés dans ce processus avec la Banque mondiale et d'autres partenaires. Comme vous l'avez dit, pour la première fois, le Libéria a réalisé un inventaire national des forêts 2018-2019. Comment est-ce que cela a contribué à REDD+? Eh bien, en fait, cet inventaire contribue de différentes façons, non seulement en REDD+, mais à la gestion durable des forêts au Libéria. Parce que toutes les informations, les données que nous avons collectées, eh bien, ce sont ce que les forestiers, les gestionnaires, les communautés et nos partenaires utilisent. Je voulais évoquer en fait 4 thèmes en particulier en lien avec cet inventaire. Tout d'abord, REDD+, nous permet de travailler toujours sur de nouveaux thèmes. Et donc, ce que l'on a pu voir dans le cadre de ce processus, c'est un renforcement des capacités. Pour pouvoir mettre en œuvre REDD+, en tant que pays, vous avez besoin de certaines compétences spécifiques. Et dans le cadre de ce processus, nous avons pu développer justement les compétences appropriées de notre personnel, des membres des communautés qui ont participé à l'inventaire national des forêts. Alors que nous parlons, nous avons pu mettre en place 50 experts qui ont été formés et qui peuvent intervenir sur le terrain pour ces inventaires, pour collecter des données sur le terrain. Donc ça, c'est la plus grande contribution. Ça permet de renforcer nos capacités. Deuxième chose, deuxième bénéfice, c'est la mise en place de nos points de référence pour ce qui est des contributions. Grâce aux données qui ont été collectées, eh bien, nous avons pu élaborer et présenter des rapports comme le rapport à l'UNFCCC. Là, il s'agissait d'utiliser des données qui avaient été collectées pendant le processus. Donc, nous avons pu transmettre cela dans notre premier rapport à l'UNFCCC grâce à l'inventaire national des forêts qui avait été réalisé en 2018-2019. Et puis, ce que l'on peut dire également, c'est que le Libéria, pour la première fois, dispose d'un inventaire national des forêts, d'un rapport sur cet inventaire qui a été partagé avec le monde entier. Comme vous le savez certainement, nous sommes devenus indépendants en 1848. Et jusqu'en 2018-2019, nous n'avions pas fait d'inventaire national des forêts. Le résultat de cet inventaire, c'est que le Libéria peut dire maintenant, écoutez, voilà la définition des forêts que nous utilisons. Donc 30% de couverts forestiers, au moins 1 hectare de terre concernée. Voilà, ça c'est notre définition des forêts. Et avec cette définition, on peut dire, eh bien, nous avons 6,6 millions d'hectares de forêts dans le pays. Avant cela, avant l'inventaire, ce qu'on disait, c'est bon, on a environ 4,5 millions d'hectares de forêts. Et dernier point que je voulais évoquer, c'est le cadre de Varsovie. Parce que un des résultats de l'inventaire des forêts, c'est que nous avons reçu un grand soutien de la part de différents partenaires, Banque mondiale, PNUD, REDD, gouvernement de la Norvège. Et grâce à ces financements, nous avons pu présenter nos rapports. Et donc, nous sommes maintenant dans une situation
où on peut maintenant mettre en place un cadre basé sur le paiement des services rendus par les forêts. Donc ça, encore un grand bénéfice de l'inventaire des forêts réalisées. Je pourrais intervenir plus tard également si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Ça, dans le chat, on a partagé le rapport justement sur l'inventaire des forêts du Libéria. Donc tout le monde peut y jeter un œil. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant poser ma prochaine question à Daniela Romano, qui est une experte des gaz à effet de serre, qui travaille à l'ISPRA en Italie et qui est chargée de l'élaboration des rapports des émissions de gaz à effet de serre de l'Italie auprès de l'UNFCCC. Ma question, Daniela, est la suivante. Quels arrangements institutionnels existent en Italie pour le suivi national des forêts et peut-être plus général pour l'élaboration de rapports soumis à l'UNFCCC? Daniela, vous êtes avec nous? Oui, je vous vois. Allez-y. Oui. Ah, peut-être que vous n'aviez pas de mode micro n'était pas activé au départ. Allez-y. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité. Et je remercie les intervenants qui m'ont précédé. Pour ce qui est des arrangements institutionnels, en Italie, nous avons une unité centrale pour l'élaboration de rapports relatifs à l'inventaire des gaz à effet de serre. C'est notre institut, l'Institut pour la protection de l'environnement et la recherche, ISPRA. ISPRA, donc, est l'entité unique qui s'occupe de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre pour tous les secteurs. Également, donc, pour la préparation des estimations d'émissions ou d'extraction de gaz à effet de serre. Cette entité unique existe depuis plusieurs années. Elle a été créée par un décret en mars 2008 et ensuite l'agence a été confirmée en 2013. Nous sommes chanceux car à l'ISPRA, nous sommes chargés de tous les secteurs et pour travailler sur nos estimations, bien sûr, nous avons besoin de données collectées émanant d'autres ministères, institutions ou secteurs. Pour ce qui est de la collecte des données, des exigences en la matière, nous avons un système statistique qui est en place en Italie qui demande à différentes institutions, différents ministères de fournir des données. Et ces données sont utilisées également pour la compilation des rapports sur l'inventaire des émissions à gaz à effet de serre. Je pourrais vous donner un exemple. Il y a un produit de ce système, c'est un catalogue national des statistiques, le bilan énergétique national, mais également l'inventaire national des forêts. Ce système statistique nous établit certaines dates butoirs, parfois plus contraignantes pour certains secteurs, moins pour d'autres, notamment pour l'inventaire des forêts. Nous savons qu'il est important de faire des inventaires des forêts, mais c'est quelque chose qui demande l'utilisation de beaucoup de ressources. Donc, on ne peut pas attendre qu'un inventaire des forêts soit réalisé tous les 2 ans, par exemple. En
En Italie aussi, donc nous avons une certaine expérience et nous avons rencontré donc ces difficultés dues au temps nécessaire à fournir les données pour le secteur de la sylviculture. Pour ce qui est donc des forêts de ce secteur, nous avons aussi un registre national donc pour ce qui est du CO2, donc notre ministère l'a créé avec le ministère donc de l'Environnement et des Transitions aussi. Le ministère de l'Environnement est responsable de ce registre, mais ISPRA est considéré aussi comme partie impliquée pour le soutien surtout et pour certaines activités spécifiques. Ce que je peux dire sur ces accords institutionnels, et comme cela a déjà été dit, il est très important d'avoir donc des accords au niveau institutionnel, mais pour le secteur de forêt, ce qui est le plus important, c'est de développer un réseau d'experts. Donc, un réseau qui pourrait inclure les universités, les centres de recherche, les institutions pour que nous ayons pas seulement des accords institutionnels, mais également la participation de nombreux experts pour donc faire face ensemble aux problèmes à résoudre. Donc, nous souhaitons être très ouverts aussi à un consensus politique. Donc, c'est une manière de travailler ensemble à partir du bas vers le haut pour arriver à des niveaux plus élevés en général. Donc, toujours au sujet des changements climatiques. Et ça a dit quelque chose de très important au sujet de la collecte des données. Cela est vrai pas seulement pour les inventaires des forêts, mais pour tous les secteurs et tous les inventaires. Et il est important également de commencer à faire quelque chose pour partir de ce que nous avons déjà à disposition actuellement. Et cela a été vrai pour l'Italie. Donc, nous sommes donc une partie de la convention protocole. Et donc, maintenant, nous sommes assez habitués à ce genre de reporting. Mais c'est vrai qu'au début, c'était difficile pour nous aussi. Il y a un autre élément qui est important, c'est-à-dire le développement des capacités et des compétences. Donc, pour ce qui est des projets, nous essayons de participer à certains projets qui visent à développer les capacités, justement, pour donc développer des capacités pour certains pays qui ont demandé notre soutien. Ce qui est important également, et cela a déjà été souligné auparavant, c'est le maintien ensuite de ces capacités, de ces compétences. Donc, différemment par rapport à ce qui se faisait précédemment, pour ce qui est de la transparence du suivi des progrès, nous avons besoin que certaines capacités, donc les personnes et les ressources restent là où ils sont et donc qu'il n'y ait pas des changements continus de personnes et d'experts, mais qu'il y ait toujours les mêmes personnes un peu au même endroit. Je pense que je peux m'arrêter là. Merci, Daniela. Peut-être qu'on peut revenir à Armando pour une autre question. Alors, pour le Mexique, quelle est l'étape suivante dans cette transition vers le cadre de transparence renforcé? Merci, Émilie. Je pense que l'étape suivante consiste à renforcer la coordination institutionnelle. Et je pense que même si
Nous avons ce cadre juridique déjà créé, donc une coopération avec les différentes institutions. Il faut améliorer la coordination et surtout pour la présentation des rapports qui doivent être présentés ponctuellement. Et donc, il faut un programme qui soit bien structuré et qui inclut toutes ces informations dont nous avons besoin, en effet, pour présenter ces rapports. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons vu qu'il y a des capacités limitées de personnes qui travaillent sur la question. Donc, il faut avoir davantage de personnes et renforcer les réseaux qui travaillent justement sur ce sujet-là. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Daniel. Il faut absolument que nous collaborions avec les instituts de recherche ou les universités pour préparer les personnes pour qu'ils soient en mesure de fournir les données dont nous avons besoin. Donc, il y a des recommandations qui ont été soulignées dans certaines présentations. Par exemple, le fait qu'il faut avoir davantage d'experts, ils doivent être inclus et participer davantage parce que de cette manière, nous pouvons créer un grand nombre de personnes qui soient compétentes, qui sachent comment préparer et présenter ces rapports. C'est quelque chose de vraiment important. Il y a aussi un autre élément qui est important, c'est-à-dire comment garantir les ressources financières dont nous avons besoin pour ces actions. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de pays qui rencontrent le même problème, c'est-à-dire comment financer donc tout ce travail qui consiste à la préparation et à la présentation des rapports. Donc, ça nécessite beaucoup de personnes, de travail de collecte de données pour pouvoir aboutir à la présentation de ce rapport, surtout pour ce qui est du secteur forestier, parce que c'est un secteur très compliqué, complexe. Nous avons besoin de données venant de nombreuses sources différentes. Et donc, les données sont vraiment très importantes pour aboutir à un bon rapport. Et donc, nous devons aussi examiner cet aspect des finances si nous souhaitons améliorer nos capacités dans le reporting et dans la présentation des rapports. Et donc, et notre participation à des initiatives internationales. Nous avons aussi d'autres défis à surmonter, comme par exemple comment améliorer la prise de conscience de l'importance de la présentation de ces rapports à temps, euh, et surtout pour les décideurs. Il faut que ces informations, qu'on comprenne que ces informations sont vraiment très importantes, pas seulement pour respecter les engagements qui ont été pris, donc d'après la convention le cadre, mais c'est par rapport aussi aux programmes nationaux et les politiques et les décisions qui seront prises pour atténuer les changements climatiques. Nous devons donc montrer que ces informations sont très importantes pour prendre ces décisions tous les jours et pour que les décideurs puissent donc adopter des décisions de manière plus efficace. Et cela pourrait aussi nous aider à garantir les ressources humaines et financières qui sont nécessaires pour garantir une bonne présentation de ces rapports à temps. Donc, la participation à d'autres initiatives internationales. Et enfin, j'aimerais ajouter que la coopération internationale doit être renforcée, pas seulement au niveau financier, mais au niveau du partage des expériences parmi les pays. Et il est très important en même
temps d'améliorer les capacités des pays. Nous avons l'exemple du Mexique et d'une coopération sud-sud, par exemple. Elle a été extrêmement utile pour améliorer nos capacités. Nous avons travaillé avec des pays d'Amérique latine, mais aussi des pays d'Afrique et d'Asie. Et ce partage d'expériences et de connaissances pour comprendre comment améliorer les processus de reporting et aussi comment améliorer, par exemple, les processus analytiques pour développer des références nationales dans le secteur des forêts, et ce genre de rapport. Enfin, ça a été très utile. Donc, je dirais que la coopération internationale et la coopération sud-sud, surtout, est très importante. Voilà pourquoi des cours comme ce cours-ci sont vraiment très importants pour améliorer nos capacités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Armando. Je vois l'heure qui tourne et on va peut-être clôturer là la discussion avec le panel. J'aimerais remercier donc Armando, Sa, Dirk, Daniela et bon, il y a beaucoup de photos aussi. Je vous remercie en tout cas de tout le travail que vous avez fait dans votre pays, au rapport que vous avez présenté. Merci également aux participants qui ont participé au sondage et qui ont écrit des commentaires dans les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas encore fait, écrivez vos questions dans la case questions-réponses. Donc, surtout, mettez votre nom, mais aussi la personne à laquelle vous adressez votre question. Et il y a plusieurs questions pour Dirk. Donc, je vais vous adresser la première question sur les défis dans cette transition. Beaucoup de pays en voie de développement ont déjà du mal à mettre en œuvre donc les principes d'avant l'accord de Paris. Et donc, quel est votre message pour ces pays pour l'après Paris donc et pour la mise en œuvre de tous ces principes? Qu'est-ce que vous leur conseillez à ces pays? Je dirais qu'il y a trois messages importants. Tout d'abord, il faut commencer maintenant. Plus vite vous commencez, plus vous aurez du temps pour préparer et traiter les choses. Donc, ça ne sert à rien de reporter tout cela d'un an ou 2 ans. Il vaut mieux commencer le plus vite possible, première chose. Deuxième chose, faites des expériences sur la base de ce que vous avez déjà. Voyez comment vous pouvez améliorer le reporting au niveau de votre pays et comment vous pouvez donc mettre ensemble avec la partie finance, par exemple, ou d'autres types de reporting, d'autres structures. Et ceci vous permettra peut-être de trouver aussi davantage de ressources et de personnel pour s'en occuper. Et ensuite, il y a différentes institutions, ministères qui pourraient vous aider. Et ensuite, troisième conseil, documentez, justifiez tout de suite ce que vous faites. Il est très important d'avoir toujours la propriété des données dans votre pays. Et donc, il y a aussi des institutions qui sont responsables du maintien des données. Faites en sorte qu'ils soient toujours disponibles et qu'ils puissent être reproduits tous les 2 ans. Donc, il est important d'améliorer le système. Mais pour améliorer le système, il faut comprendre ce qui a été fait dans le passé. Donc, il est important toujours de bien documenter ce que vous faites. On l'a vu dans nos interactions avec les experts et avec les différentes parties. Ça, c'est vraiment fondamental pour procéder à cette transition. Merci. Il y a une autre question. Il y a plusieurs questions pour vous, surtout sur le calendrier, le temps, pour la présentation des rapports. Vous avez peut-être déjà répondu, mais ça pourrait intéresser d'autres participants. Donc, le moment, la présentation du dernier BR et le nouveau rapport sur cadre de transparence renforcé. Donc, alors, on dit
pas au plus tard que 2024. Mais en réalité, donc, on a choisi une formulation dans les discussions qui est très précise et très prudente. Il y a certains pays en voie de développement qui ont déjà indiqué qu'ils vont essayer donc d'avoir le premier BTR plus tôt pour que c'est déjà prévu en 2023. Donc, les BTR vont être utilisés, bien sûr, pour 2024, mais il y a beaucoup de pays souhaitent procéder plus vite. Mais au plus tard, d'ici la fin 2024, on devrait avoir tout fait. Et une question pour Francesca. Même plusieurs questions pour Francesca. Alors, Francesca, à la lumière de ce cadre de transparence renforcé, y a-t-il des changements au niveau légal ou institutionnel qui pourraient donc être mis en œuvre dans nos pays pour faciliter cette transition dans les années à venir? Alors, beaucoup a été dit déjà, je pense, par les représentants des pays, Annalisa, Armando et Daniela. Et je pense que pour donc améliorer la transparence et l'accès aux données, surtout pour les forêts, il faut promouvoir la permanence des institutions et il faut aussi surtout garder les compétences et ceci doit être défini par la loi, donc qui devrait définir le mandat, les rôles de chacun et les responsabilités. Ça, c'est très important. Par exemple, on pourrait avoir un décret qui, donc dans le document, il y a des exemples très concrets et très précis. On a travaillé avec certains pays, donc un décret pourrait donc préciser le rôle et les responsabilités de chacun, que ce soit au niveau national ou supranational. Donc, il faudrait établir comment les informations doivent passer de niveau subnational au niveau national. Par exemple, il faudrait définir quelles sont les plateformes qui peuvent être utilisées pour collecter, gérer et aussi diffuser ces données sur les forêts. Et un autre élément sur lequel on pourrait réfléchir, par exemple, et, donc, avec toute une autre série d'instruments, ça serait donc comment allouer les ressources financières et en personne. Armando était très clair à ce sujet-là. Il faut prendre en considération quelles sont les capacités adéquates au niveau des ressources humaines et il faut bien définir aussi les ressources financières qui sont nécessaires et les allouer. Donc, il faut voir quels sont les services, les unités dont vous avez besoin pour accomplir ces tâches qui sont nécessaires. Ensuite, on pourrait développer un accord pour le partage de données, métadonnées, à quelle partie, qui sont les propriétaires de ces données, quels sont les clients potentiels ou les usagers potentiels qui pourraient s'en servir et y avoir accès, etc. Comme l'a dit Dirk également, il faudrait faire des efforts pour se baser sur les capacités déjà existantes et les institutions déjà existantes le plus possible. Mais pour ce qui est des changements, il faudrait promouvoir, par exemple, l'intégration entre différentes données, les forêts, mais d'autres secteurs également. Et donc, il faudrait donc combiner les forêts avec les données sur l'usage des terrains, etc., des sols. Il y a beaucoup d'exemples, par exemple au Costa Rica. Legal and institutional arrangements that... Dans ce cas, le développement des institutions peut être lié aux structures de gouvernement. Pour le Costa Rica, il est très important de d'informer tous les partenaires, toutes les parties prenantes de ce processus. Je regarde dans les Q&A et je vois qu'une question a été posée à Armando.
Quels sont les défis auxquels fait face le Mexique pour la mise en œuvre de son système national de suivi des forêts? Merci de cette question. Je pense que la question, la plus grande difficulté, en fait, c'est voir comment on peut s'assurer d'avoir les ressources financières nécessaires pour la poursuite du système national. Nous avons mis en place plus de 26 000 parcelles déterminées, ces 26 000 parcelles dans l'ensemble du pays. Et il est difficile d'obtenir les fonds qui sont nécessaires pour la collecte de données, même sur 1/5 de ces parcelles. Et c'est quelque chose qu'on doit faire chaque année. Donc, je dirais vraiment que c'est la chose la plus importante en ce moment. Ensuite, je dirais que pour vraiment tirer le meilleur parti de toutes les informations déjà disponibles, eh bien, nous avons mis en place un réseau d'experts. Nous invitons également des experts de différentes institutions pour nous aider à analyser ces données et pour en tirer le plus possible. Cela va nous aider à produire de meilleures informations et je dirais que c'est vraiment ce qui sera le plus important une fois que toutes ces informations seront disponibles. Donc, il faut mettre en place toutes les capacités techniques nécessaires. C'est également un grand défi, mais je suis sûre que nous avons toutes les personnes nécessaires au Mexique pour le faire. Merci. Très bien, merci Armando. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir maintenant conclure. Il nous reste 7 minutes encore. Je voulais remercier Francesca, Davidsa, Dirk, Daniela, Armando. J'espère que je n'en ai pas oublié. On a vraiment bien rempli l'heure 30 qui était à notre disposition. Et je pense qu'au cours des dernières semaines, vous avez pu beaucoup apprendre en suivant ces cours en ligne. Pour ce qui est des questions qui sont restées sans réponse, dans la boîte de questions-réponses, nous avons réussi à répondre à beaucoup de questions, mais il en reste encore quelques-unes. Et sachez que nous essaierons d'y répondre dans un document qui sera mis à disposition sur la plateforme. Donc, si on n'a pas répondu à votre question, nous le ferons par écrit. Je vais maintenant donner la parole à Rocio Condor, qui est forestier, qui mène le projet CBIT Forêt, qui vise à renforcer la transparence dans le secteur des forêts. Merci d'avoir suivi le webinaire, Rocio, aujourd'hui, et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Émilie. Avec ce dernier webinaire, nous sommes quasiment arrivés à la fin du cours en ligne Forêt et transparence, et ma tâche aujourd'hui est de prononcer quelques remarques de conclusion. J'espère que vous avez apprécié le webinaire d'aujourd'hui qui a permis d'aborder énormément de points liés à la transparence et les forêts, qui a repris beaucoup d'éléments qui avaient été évoqués déjà auparavant. Merci à Dirk de l'UNFCCC qui nous a montré et qui nous a parlé de l'évolution du MRV au cadre de transparence des forêts, renforcé, pardon. Et on peut voir qu'il y a une source d'optimisme dans le secteur des forêts face à la crise du climat. Francesca nous a présenté le cadre institutionnel pour renforcer la transparence pour ce qui est des données qui font l'objet de rapports pour le secteur des forêts. Nous savons que c'est un secteur significatif pour ce qui est de son potentiel de séquestrer du carbone de l'atmosphère, de restaurer des forêts pour équilibrer les émissions de la combustion du pétrole qui est essentiel pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. C'est essentiel pour la réalisation également des contributions déterminées au niveau national. C'est un privilège d'avoir ici aujourd'hui avec nous nos collègues Daniela, Armando, David de l'Italie, du Mexique, du Libéria. Nous avons pu voir comment les 3 différents pays font le suivi des forêts, renforcent la transparence et prennent des mesures.
et j'espère que cela a alimenté également vos réflexions. Je voulais vous expliquer quelles étaient les dernières étapes en faisant un bref résumé du cours, en expliquant pourquoi nous l'avons développé. Ces 3 dernières semaines ont été très intenses. Mon équipe et moi-même sont ravis de vous avoir vu participer en grand nombre aux activités de formation et d'avoir pu interagir avec vous dans les forums et les webinaires. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre engagement, votre participation. J'aimerais également exprimer tous mes remerciements aux équipes, aux experts qui ont appuyé la conception de ce MOOC, qui ont animé le webinaire hier, aujourd'hui. Et pour ce qui est de l'UNFCCF, je tiens à remercier Lisa, Jenny, Dirk, à la FAO, David, Carla, tous les collègues qui se sont connectés des différentes régions, et je remercie les représentants du Costa Rica, du Mexique, de l'Italie et du Libéria. J'aimerais également remercier l'Académie d'apprentissage en ligne de la FAO, sans laquelle rien n'aurait été possible. La variété du contenu des 4 modules a été vraiment très intéressante. J'espère que les forestiers ont trouvé que les sujets abordés étaient vraiment utiles. Et nous espérons que les opportunités d'examiner ces sujets dans le contexte du changement climatique, des exigences de rapport au titre de l'accord de Paris, ont présenté des éléments nouveaux et intéressants. D'un autre côté, j'espère que les professionnels, les étudiants également intéressés par le changement climatique ont pu explorer plus en détail des aspects de l'accord de Paris liés au secteur forestier. De notre côté, nous avons vraiment apprécié la riche variété d'expériences, de langues, de nationalités et des personnes qui ont participé à ces cours en ligne et qui ont été très actifs dans les activités. Avec la clôture de ce module, le reste des activités à réaliser sont disponibles. Vous pouvez passer le test final. À la fin, vous recevrez un certificat de participation qui vous sera transmis par voie électronique. Dans les prochains jours, nous allons analyser plus en détail les rapports de ces formations en ligne pour comprendre les niveaux et modalités de participation. Mais je voulais déjà partager avec vous des informations sur les cours que j'ai matérialisés sur cette carte. On avait pu donc voir 1634 participants de 148 pays qui étaient enregistrés pour le MOOC dans le monde entier. 36% des participants étaient des femmes. Les leçons interactives ont été consultées par 250 participants. Les forums ont été utilisés pour partager des connaissances et des expériences entre les pays. Votre implication, votre participation montre que notre objectif d'atteindre un public aussi large que possible, en déployant nos efforts pour fournir ce cours en 3 langues, peuvent être considérés comme étant atteints. Notre objectif était également de renforcer la prise de conscience et la sensibilisation quant à l'importance pour les pays de contribuer aux actions mondiales menées contre le changement climatique et pour réaliser combien le secteur forestier est concerné. Ce MOOC a été réalisé dans le cadre du projet mondial CBIT Forêt, visait à accroître les capacités institutionnelles et techniques et pour renforcer le partage des connaissances et la prise de conscience sur le cadre de transparence renforcée. Je vous invite à consulter et à vous rendre sur tous nos réseaux, à partager ces informations. C'est disponible pour tout le monde. Il y a la plateforme FRA qui est disponible en 6 langues. Il y a les outils qui ont été développés pour faciliter l'évaluation des lacunes et des besoins dans les pays. Pour ce qui est des systèmes nationaux de suivi des forêts, il y a le matériel de communication, de vulgarisation également sur les meilleures pratiques quant à la transparence dans le secteur des forêts. Alors, allez voir toute la compilation que nous avons préparée pour vous et n'hésitez pas à la partager. Et puis, il faut vraiment partager avec vos collègues le matériel électronique qui sera bientôt disponible dans les 6 langues des Nations Unies. Nous avons développé plusieurs éditions
en anglais, français et espagnol. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, toutes ces informations par voie électronique seront ouvertes et disponibles pour tous. Nous espérons que vous avez apprécié ce cours et que vous pourrez appliquer, transférer les connaissances acquises dans le cadre des activités que vous menez dans vos pays pour aider la communauté internationale à atteindre les objectifs ambitieux de l'accord de Paris. Le principal message que nous souhaitions transmettre vous est arrivé. Le MOOC souligne qu'un système national de suivi des forêts bien établi est essentiel pour fournir des données solides et cohérentes dans le secteur des forêts pour ce qui est des émissions et de l'extraction de gaz à effet de serre. Alors, restez bien connectés avec nous, suivez-nous pour pouvoir participer aux prochaines activités. Le 17 novembre, nous allons avoir un webinaire mondial au cours duquel nous allons lancer toute une série de modules libres, ouverts sur l'inventaire des forêts. Le Libéria, le Guatemala feront part de leur expérience à cette occasion. Ne loupez pas cette occasion et allez voir notre page web pour avoir plus d'informations. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Rocio, merci à tous. Eh bien, nous allons pouvoir conclure ici. C'était vraiment formidable d'avoir pu faire ce webinaire avec vous tous aujourd'hui. Bonne fin de journée. Au revoir.